c'est le débit multiplié par la chaleur latente de vaporisation. Puis, il s'agissait, si on voulait pousser plus loin le chauffage, de surchauffer, on appelait ça. Donc un surchauffage, c'était toujours WCP delta T, mais le CP, c'était un CP vapeur. Aujourd'hui, nous allons voir l'opération inverse, c'est-à-dire condenser. Et tout dépend de votre vapeur. Est-ce qu'elle est surchauffée ou alors à sa température de condensation? Bien. Donc les condenseurs, c'est quoi? Ça consiste à faire circuler deux fluides dans des conduits. Ça peut être des conduites, ça peut être des réservoirs, en les mettant en contact thermique. La condensation qu'il va y avoir sera partielle ou totale, c'est-à-dire que toute la vapeur va se transformer en liquide, ou alors une partie uniquement. Les deux fluides seront mis en contact intime, direct, on a déjà vu ça, un contact direct entre la source chaude et la source froide, ou alors indirectement, à travers une paroi. Comme on l'a dit, c'est écrit en bas, la paroi est métallique pour pouvoir favoriser les échanges thermiques, vous le savez. Si elle est par exemple faite en cuivre, la conductivité thermique du cuivre, à peu près, elle est égale à 400 watts par mètre degré. Et donc, c'est une valeur très élevée. Elle concerne généralement les matériaux dits nobles, l'or, l'argent, le cuivre. Donc, on continue. Donc, on a dit qu'il allait y avoir une mise en contact entre les deux fluides à travers des conduits. Le fluide froid, c'est lui qui va provoquer un changement de phase au fluide chaud, tel que le fluide chaud va passer de l'état vapeur à l'état liquide. Comment cela? Eh bien, en lui retirant, en lui enlevant sa chaleur latente de condensation. Sa chaleur latente de condensation. Maintenant, si vous avez une vapeur surchauffée, il faut d'abord la refroidir. On dit qu'on va lui enlever sa chaleur sensible, c'est-à-dire WCP delta T, CP vapeur. Donc la chaleur sensible, c'est tout ce qui est WCP delta T. Et la chaleur latente, c'est tout ce qui est W multiplié par la chaleur latente de condensation. Donc on a compris, le principe c'est l'inverse de ce qu'on a vu par rapport au rebouilleur. Il s'agit au fluide froid de faire passer le fluide chaud de l'état de vapeur à un état liquide. Donc il existe plusieurs types de condenseurs. Et vous allez voir dans ce cours, on va s'intéresser uniquement à un seul type de condenseur. D'abord, il y a les condenseurs à air et ceux à eau. Les condenseurs à air et les condenseurs à eau. Nous ne verrons que la deuxième classe. Les deuxièmes, c'est ce qu'on appellera les aéroréfrigérants que nous ne verrons pas cette année. Donc, nous avons dit, les condenseurs, c'est le fluide froid qui provoque le changement de phase au fluide chaud. Le fluide chaud passe de l'état de vapeur à l'état liquide. Il y a deux classes de condenseurs. Il y a les condenseurs à air et les condenseurs à eau. Dans les condenseurs à eau, ils sont à tube ou à plaque. À tube ou à plaque. Nous nous intéressons uniquement aux condenseurs à tube. Nous n'avons pas vu dans ce cours les échangeurs à plaque, dont nous nous intéressons uniquement dans ce cours aux échangeurs à tube. Donc, dans les condenseurs à air, il y a soit une circulation qui est naturelle, qui se fait uniquement à cause des variations de la masse volumique, de la densité, ou alors la circulation elle est forcée par le biais de ventilateurs. Pour les condenseurs à eau, il y a ceux qui sont immergés, on les appelle à immersion. Il y a les coaxiaux. À immersion, ça serait donc un tube qui traverserait une cuve remplie d'eau. Donc le tube, il est totalement immergé dans un réservoir. Coaxiaux, ça veut dire que vous allez avoir deux tubes emboîtés l'un dans l'autre, le fluide chaud ou froid circulant dans le tube et l'autre dans l'espace annulaire. Et ceux auxquels nous nous intéresserons dans ce cours, ce sont les condenseurs à eau. Les condenseurs à eau. Les condenseurs multitubulaires, c'est-à-dire à faisceau de tube. Vous l'avez compris, je vais faire une relation avec toujours l'échangeur
tube calandre. Donc, résumons. Les condenseurs, ce sont les appareils dans lesquels il va y avoir un changement de phase tel que le fluide chaud passe de l'état de vapeur à l'état liquide par le biais du fluide froid. Il existe deux catégories de condenseurs. Les condenseurs à air, à circulation naturelle ou forcée, et les condenseurs à eau. Dans les condenseurs à eau, ils sont classés en deux classes. Les condenseurs à tube ou à plaque. Dans ce cours, nous nous intéresserons uniquement aux condenseurs à tube. Dans les condenseurs à tube, soit c'est un tube qui est immergé dans un réservoir d'eau. Le tube est traversé par votre fluide chaud que vous voulez condenser. C'est la première fois qu'on avait fait initialement ces échangeurs à immersion. Ce sont les premiers à avoir vu le jour. Les condenseurs coaxiaux, c'est-à-dire vous le connaissez, l'échangeur coaxial. Ce sont deux tubes emboîtés l'un dans l'autre. Ils ont le même centre et des rayons différents, tels que dans le tube central, vous faites circuler le fluide chaud, et dans l'espace annulaire, vous faites circuler le fluide froid. Et enfin, dans les échangeurs à tubes, il y a le multitubulaire, ou bien à faisceau de tubes, plusieurs tubes. C'est justement ces derniers auxquels nous nous intéresserons dans ce cours. Je suis à présent au niveau de la diapo 218. Est-ce que vous l'avez? La 218. C'est bon. C'est bon, très bien. Alors, je le rappelle, donc nous nous intéresserons uniquement aux condenseurs à eau dits à tube dans le cas multitubulaire. Ce sont donc des appareils tubulaires, plusieurs tubes, dans lesquels le fluide froid, c'est lui qui va provoquer le passage de l'état de vapeur à l'état liquide au fluide chaud. Alors résumons, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir deux configurations. Deux. Soit l'échangeur est horizontal ou alors il est vertical, d'une part. D'autre part, soit la condensation se fait à l'intérieur du tube ou à l'extérieur du tube. C'est un peu ce qu'on a vu pour le cas des rebouilleurs. Soit le condenseur est horizontal ou vertical, ou la condensation se fait à l'intérieur du tube ou à l'extérieur des tubes. Donc voilà, ça va être simple. Donc nous verrons en fait 4 configurations. 4, puisqu'il s'agira de condenseurs horizontal pour lequel la condensation se fait dans la calandre, ou alors horizontal toujours avec une condensation à l'intérieur des tubes, ou alors vertical, et la condensation se fera dans le troisième cas dans la calandre et dans le dernier cas à l'intérieur des tubes. Voilà. Donc c'est pas très important. Je passe donc à la diapo suivante, la 219, où je vous commence à vous présenter l'échangeur BEM. C'est un échangeur que vous connaissez. Je vous l'avais déjà présenté dans les séances précédentes. C'est un échangeur qui est très récurrent, il apparaît très souvent. C'est le plus répandu. La boîte avant est une boîte de type B, bombée, non démontable. Il s'agit de la calandre E qui permet une seule passe côté calandre et la boîte arrière M qui est l'équivalent de la boîte B. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Si vous avez la diapo 219, l'appareil tubulaire, le fluide froid circule dans les tubes et la condensation se fait dans la calandre, c'est-à-dire entre la surface externe des tubes et la calandre. Alors regardez bien maintenant les animations. Donc le liquide froid entre dans la boîte à vent. Nous avons disposé une cloison de séparation de passes pour réaliser 2 passes côté
tube, le fluide froid va commencer à se réchauffer au contact du fluide chaud que lui va pénétrer à l'intérieur de la calandre par la tubulure d'entrée, comme ceci, et il va se réchauffer. Une partie va se condenser, et puisque c'est sous forme liquide, ça va tomber, donc ça va être évacué par la tubulure inférieure. La vapeur, quant à elle, plus légère, qui n'a pas pu donc se condenser, va ressortir par la tubulure supérieure. Alors la remarque qu'on devrait faire est la suivante. Il s'agit d'une calandre type E, cependant, elle dispose de 3 tubulures. 3 tubulures. La troisième étant celle réservée à l'évacuation des condensants. Elle est placée au niveau de la partie inférieure qui va recueillir les condensants, c'est-à-dire la vapeur qui s'est condensée. Donc si vous êtes attentif, vous verrez que j'ai disposé à l'entrée de la tubulure de la calandre un déflecteur pour pouvoir préserver le faisceau de tube de l'érosion et des vibrations. Nous avons également disposé des chicanes transversales pour pouvoir faire allonger le temps de séjour et faire en sorte que le liquide circule presque perpendiculairement au tube. Maintenant se pose un problème pratique. Si vous voyez l'échangeur BEM que je vous ai présenté, les chicanes semblent être disposées donc verticalement et le secteur d'ouverture, il est soit inférieur, soit supérieur. Eh bien, si c'est comme ça que ça se passe, le liquide qui va s'accumuler en bas de l'échangeur ne va pas pouvoir atteindre la tubulure d'évacuation des condensants. Pour cela, la partie ouverte, le secteur ouvert, qui varie entre 15 et 45%, comme je vous l'ai présenté dans les diapos d'avant, en cours, quand nous étions ensemble, eh bien, il doit être vertical et non pas horizontal. L'ouverture doit être verticale, de manière à permettre au condensat de pouvoir se déplacer librement jusqu'à atteindre la tubulure d'évacuation des condensants. Car si nous avions opté pour des secteurs horizontaux, eh bien, on ne pourra pas faire circuler les condensats depuis la tubulure d'entrée jusqu'à la tubulure de sortie. Il y aurait ce blocage. Bien, donc ça c'était un peu l'explication de cette condensation qui se fait côté calandre. La condensation se fait côté calandre. Donc notez bien, la vapeur au fur et à mesure de son acheminement se réchauffe, une partie se condense et l'autre partie n'a pas pu se condenser et va ressortir sous forme toujours vapeur. La partie condensée est évacuée par la tubulure inférieure réservée au condensat. Et comme je l'ai dit, les chicanes, leur ouverture, qui varie entre 15 et 45%, elle est verticale et non pas horizontale. Bien, j'en reparlerai dans les prochaines diapos. C'est clair pour tout le monde, la diapo 219, parce que je vais passer à 220. Très bien. OK. Je suis au niveau maintenant de la 220. Cette fois-ci, la condensation va se faire à l'intérieur même des tubes, dans les tubes, et non pas dans l'échangeur, au niveau de la calandre. Elle va se faire à l'intérieur des tubes. Donc pour ce cas, j'ai considéré un échangeur sur la diapo 220 BFU, tel que la boîte avant est bombée et n'est pas démontable. Elle présente une cloison de séparation des passes. Ceci implique qu'il va y avoir 2 passes côté tube. Les tubes ont une forme de la lettre U renversée, donc c'est des tubes en U. Et la calandre, elle est de type F.
La type F permet, puisque nous disposons d'une chicane longitudinale, de réaliser une double passe côté calandre. Donc résumons, c'est un échangeur BFU 2-2. Deux passes côté calandre, deux passes côté tube. Alors maintenant, je vais lancer l'animation. Donc, comme je l'ai dit, la condensation va se faire à l'intérieur des tubes. Donc, je lance maintenant l'animation. C'est le fluide chaud qui va voir sa température baisser jusqu'à la condensation. Donc là, voici, d'abord, je commence à faire entrer le fluide froid. Voici la première passe, voici la seconde passe. Le fluide froid ressort légèrement chauffé, c'est pour ça que j'ai changé les couleurs. Maintenant, observez bien la double passe côté tube, celle qui m'intéresse et pour laquelle la condensation va se réaliser. Je commence, j'entre par le haut, je longe les tubes qui sont en U et je reviens. Le liquide s'est refroidi et il va y avoir la sortie des condensants par la tubulure bien sûr inférieure, celle du bas, la tubulure inférieure. Donc voici cette fois-ci pour le cas des échangeurs horizontaux, la condensation qui s'est réalisée à l'intérieur des tubes. Donc nous avons vu le premier cas, la condensation s'est réalisée entre l'extérieur des tubes et la calandre, on dit dans la calandre, et dans ce second cas, la condensation, c'est-à-dire le passage de l'état vapeur à l'état liquide, s'est fait à l'intérieur des tubes. Alors, juste une remarque, quand je dis fluide chaud, il se pourrait que ce soit un fluide frigorigène, c'est-à-dire du fréon par exemple, où vous avez des températures très très basses. Donc quand il se condense, c'est-à-dire quand il va atteindre la température de condensation, vous aurez des températures négatives. Donc il ne faut pas s'étonner de trouver un fluide que j'appellerais chaud, mais qui serait un fluide frigorigène. Bien, alors maintenant je vais passer à la seconde classe des échangeurs, ceux qui sont verticaux. Et vous allez voir, ça sera un peu plus compliqué, un tout petit peu compliqué, quand nous allons les voir à travers, cette fois-ci, la diapo 221. Est-ce que vous y êtes? Je vais lancer la diapo 221. Il s'agit cette fois-ci d'un condenseur qui a une forme verticale et la condensation va se réaliser dans la calandre. Elle va se réaliser dans la calandre. Est-ce que vous y êtes? Je suis au niveau de la diapo 221. J'ai présenté, pas encore, j'attends là. Je suis en train de présenter l'échangeur. C'est bon, monsieur. C'est bon, très bien. Bien. Donc, je suis en train de vous présenter cette fois-ci une forme verticale de l'échangeur, c'est-à-dire il est disposé de manière verticale. Vous remarquez avant qu'on commence quoi que ce soit, il y a donc des boîtes de type A au niveau de la boîte avant qui est inférieure, puisqu'on voit un couvercle plus ou moins plat, je sais plus ou moins, mais il est plat, démontable, donc c'est la A. Je vois pour la boîte arrière kiff une boîte de type A, c'est-à-dire ça sera la L, puisque c'est une boîte arrière. Les deux comportent une tubulure, donc il va y avoir, sans que je le voie, une passe côté tube. Je vois une calandre, cette fois-ci, qui présente trois tubulures, qui sont aux deux extrémités. Elle ne peut être que la calandre, ça ne peut être que la calandre type E,
qui offre une seule passe côté calandre. Donc je commence d'abord par lancer l'écoulement du fluide froid qui va être à l'intérieur des tubes et on verra la condensation qui va se réaliser dans la calandre, la condensation du fluide chaud. Je commence. Donc il y a l'entrée du fluide froid par la tubulure inférieure au niveau de la boîte avant qui est située en bas de l'échangeur. Je dispose les tubes, j'en ai pris 5, bien 6 tubes. Ils sont donc remplis du fluide froid à l'intérieur. J'arrive au niveau de la boîte arrière et le liquide sort réchauffé, plus chaud que la température qu'il avait à l'entrée. Ça, c'est le fluide chaud. Pardon, c'est le fluide froid qui circule à l'intérieur des tubes. C'est le fluide qui va réaliser en ôtant la chaleur latente de condensation à la vapeur. Maintenant, je vais m'intéresser à la vapeur. Je vais commencer par vous schématiser le cheminement de la vapeur. Le voici. Je dispose d'abord des chicanes transversales pour allonger, d'abord pour supporter les tubes, bien sûr, mais aussi pour allonger le temps et le cheminement à l'intérieur de l'échangeur et pour faire circuler le fluide de manière orthogonale au faisceau. Voici la vapeur qui entre. Elle commence à allonger le tube. La partie qui est restée sous forme vapeur s'évacue par la tubulure qui est au-dessus de la tubulure inférieure. Et les condensats, c'est-à-dire la partie qui s'est condensée, va tomber étant donné son poids et va se recueillir en bas et sortir par la tubulure la plus inférieure. Voilà. Est-ce que vous avez compris? Donc, je reprends. Le fluide froid circule à l'intérieur du tube en une seule passe. Le fluide chaud également circule à l'intérieur de la calandre en une seule passe. La calandre de type E offre 3 tubulures. La tubulure d'entrée et 2 tubulures de sortie. La plus inférieure sert évidemment à évacuer les condensats, la partie qui s'est liquéfiée de la vapeur, la partie de la vapeur qui s'est condensée et a cédé sa chaleur latente de condensation. La partie qui ne s'est pas condensée ressort sous forme vapeur par la tubulure qui est au-dessus de la tubulure inférieure. Si vous n'avez pas de questions, je vais passer à la 222. Alors, Monsieur. c'est bon? C'est bon, monsieur. Très bien. Alors maintenant, je vais voir la même chose. L'échangeur, c'est-à-dire le condenseur, sera toujours vertical, mais la condensation, vous allez le voir, elle va être à l'intérieur du tube, mais pas tellement. Vous allez voir de quoi je parle. La condensation, elle semble être à l'intérieur, mais vous allez voir comment ça va se faire pour être séparé. Ce sera un petit problème, et je vais commencer à présenter ceci. Donc voici maintenant, je suis au niveau de la 222, la diapo 222, et où la condensation se fait à l'intérieur des tubes. Je vous présente l'échangeur, le voici. Dès que vous l'avez, vous me le dites. Je suis au niveau de la 222, diapo 222, et je vous ai présenté l'échangeur. Dès qu'il apparaît, vous me faites signe, comme ça je le détaille. Bon, monsieur. C'est bon? Très bien. Alors, de prime abord, dès que je vois l'échangeur, les boîtes avant et arrière sont bombées, donc il s'agit certainement de la boîte B. Je vois une tubulure ici et ici, donc il y aura certainement une seule passe. Alors je commence. D'abord, le fluide qui va circuler à l'intérieur de la calandre, c'est-à-dire entre la surface externe des tubes et la calandre. C'est le fluide froid. Il circulera dans la calandre. Nous avons dit le fluide chaud, celui qui va se condenser, circulera à l'intérieur des tubes. Donc on fait rentrer les liquides, je vous avais déjà présenté cela dans des diapos à l'occasion du premier semestre, où
on vous le disait toujours, dans les doubles enveloppes, les liquides sont toujours introduits, les liquides de refroidissement sont introduits par la partie, les tubulures inférieures, et la vapeur par la tubulure supérieure. Je ne vais pas revenir sur ça, je vous avais expliqué le pourquoi. Maintenant, on va faire entrer donc le liquide froid, l'eau par exemple, par la tubulure inférieure de la calandre, qui est de type E. Voici, l'eau suit ce cheminement et ressort. J'ai pris la couleur jaune juste pour que vous la voyez. En fait, c'est du bleu. Mais je n'ai pas voulu la mettre en bleu parce qu'elle va se confondre avec les couleurs des tubes. Maintenant, je vais vous présenter dans un instant la vapeur, que je vais bien sûr faire introduire, évidemment, non pas par la tubulure inférieure, mais par la tubulure supérieure. Donc, je commence. Voici la vapeur. Au niveau de la boîte avant, c'est une boîte bombée où le couvercle n'est pas démontable. Toute la boîte est boulonnée sur la calandre, vous le voyez ici. Je vais donc maintenant faire passer la vapeur dans les tubes et elle sera au contact du fluide froid qui est là pour refroidir, condenser cette vapeur. La vapeur arrive en fin de parcours. Une partie s'est condensée et une partie ne l'est pas. Regardez bien ce qu'il y a en bas. Il y a deux tubulures, certainement pour faire sortir les condensats et les séparer des vapeurs. Alors, pour pouvoir réaliser cette opération, c'est-à-dire la séparation des condensats, les condensats, comment est-ce qu'on va les séparer de la partie qui ne s'est pas condensée, de la vapeur, eh bien, je vais placer ce qu'on va appeler un déflecteur. Donc, les gouttelettes de la partie qui s'est condensée tombent. Je vais disposer un déflecteur pour protéger la tubulure supérieure, comme ceci. Le liquide tombe, comme ceci, et les vapeurs, quant à elles, remontent et ressortent par la tubulure qui se situe dans la paroi latérale, tandis que la tubulure inférieure évacue la partie de la vapeur qui s'est condensée, sous forme liquide. Est-ce que vous avez compris? Monsieur. Alors, je vais résumer. C'est relativement simple. Il n'y a que ce cas qui pose un tout petit problème. La condensation se fait à l'intérieur des tubes. Il s'agit de quoi? Il s'agit de vapeur qui va, au cours de son cheminement à l'intérieur des tubes, se refroidir. En se refroidissant, elle va céder sa chaleur latente de condensation et elle va se transformer sous forme de gouttelettes et en films qui vont tomber le long du tube. Les gouttelettes sortent par les tubes, par leur extrémité inférieure, tombent. Pour pouvoir dégager un espace à la vapeur, nous disposons d'un déflecteur. Pour pouvoir faire en sorte que l'eau sera récupérée à ce niveau-là et la faire ressortir de l'échangeur par la tubulure inférieure, tandis que la vapeur va s'élever et ressortir par cette tubulure. Donc ce déflecteur, il est là pour faire en sorte que l'eau ne soit pas entraînée par la vapeur lorsqu'elle va s'échapper par cette tubulure, par la tubulure latérale. Voilà. Donc je vous ai présenté les deux dispositions, la verticale et l'horizontale, la condensation à l'extérieur des tubes et à l'intérieur des tubes. Maintenant, nous allons un peu décrire les appareils, c'est-à-dire les condenseurs. J'ai pris pour cela le premier cas, l'échangeur l'échangeur BFU, dans lequel la condensation s'effectuait à l'intérieur des tubes, et j'ai pris également l'échangeur Cattel, c'est-à-dire, dans le cas que je suis en train de présenter, c'est l'échangeur AKU. Et je vais maintenant m'intéresser non pas à ces deux échangeurs, mais à un troisième, l'échangeur AJT. A, donc boîte avant A, couvercle plat, démontable. Calandre J, c'est la seule qui offre 3 tubulures. Et la calandre T, et la boîte arrière T, c'est une tête flottante que je vais présenter. Donc voici l'échangeur AJT.
Est-ce que vous y êtes? Je suis au niveau de la diapo 223. La diapo 223. Oui, monsieur. Très bien. Maintenant, je vais construire cet échangeur. Je vais vous faire une simulation de l'écoulement qui va se réaliser. Alors, on vous le dit également, dans les échangeurs horizontaux, la condensation dans les tubes est rarement utilisée pour condenser un fluide de procédé. Alors, on a déjà parlé de ça. Il y a le fluide de service. Qui sont les fluides de service? L'eau courante, l'eau de service, la vapeur d'eau. C'est ce que se trouve dans le niveau de l'industrie, ce que vous procure l'industrie. Elle vous donne l'eau de service, la vapeur d'eau, le vide. Ce sont des fluides qui existent. Le vide, ce n'est pas un fluide, hein, mais ce sont les choses qu'on appelle, on appelle ça les fluides de service. Et nous avons les fluides de procédé, ceux avec lesquels vous allez travailler. Donc, il est très rare de condenser un fluide de procédé. Généralement, on condense la vapeur d'eau. Le fluide de service, on condense la vapeur d'eau pour extraire ses calories. C'est ce que je vais vous présenter à travers l'échangeur AJT. Alors, je présente, le voici, AJT. Voici la boîte avant A. Elle comporte les deux tubulures qui sont sur la même boîte. Pour cela, je dois placer la cloison de séparation des passes. Ceci veut dire qu'il va y avoir deux passes côté tube. La tête est flottante. Ça veut dire qu'elle peut se déplacer librement dans le capot. Et j'ai la calandre J qui offre trois tubulures, une centrale et les deux autres aux deux extrémités de la calandre. Je vais commencer par, donc je vais continuer le détail. Nous avons une plaque tubulaire qui est immobile, boulonnée entre la boîte avant et la calandre, tandis que la seconde plaque tubulaire, elle est mobile. Elle peut se mouvoir librement, comme je l'ai dit dans le capot. Donc il va y avoir l'entrée de la vapeur à l'intérieur des tubes, et ensuite il va y avoir la ressortie. Il y a les condensats, donc la vapeur s'est condensée à l'intérieur des tubes. Qui a permis cette condensation? Vous l'avez compris, c'est le fluide froid que je vais faire rentrer par le bas, comme ceci. Pardon. Comme ceci. Donc je fais rentrer le fluide froid par la tubulure inférieure. Je dois cependant prendre mes précautions. Qui sont-elles? Deux. D'abord, disposer ce qu'on appelle le déflecteur, qui est une plaque perforée. C'est pour protéger le faisceau de l'érosion, de l'impact du fluide qui émerge, qui entre dans l'échangeur, et pour éviter également les vibrations. Donc, je vais disposer donc ce qu'on appelle un déflecteur. C'est une plaque perforée qui a soit une forme rectangulaire ou carrée, ou alors une forme circulaire. Ça permet de préserver le faisceau. Et je vais également placer ce qu'on appellera une cloison. Parce que vous le savez, une calandre de type J est une calandre dans laquelle l'écoulement il est divisé. C'est un écoulement divisé en deux courants. L'écoulement est divisé en deux courants. Alors la question est, comment réalise-t-on cette cloison? Comment réaliser cette cloison? Bien, cette cloison, c'est quoi? C'est une chicane pleine, entièrement pleine. La cloison que vous êtes en train de voir sur la diapositive en pointillé, c'est une chicane pleine. Ça veut dire quoi pleine? Il n'y a pas de secteur libre. Il n'y a pas 15% jusqu'à 45% de chicane qui est libre. Elle est entièrement pleine. Ça veut dire qu'elle est entièrement métallique. Il n'y a que les trous par lesquels sont introduits les tubes. C'est tout. Il n'y a aucun secteur libre qui est offert, de manière à ce que lorsque le fluide entre dans l'échangeur, il se subdivise en deux courants. L'un qui va aller à droite, l'autre à gauche. Est-ce que vous avez suivi? Donc la cloison, si on vous pose la question, qu'est-ce que la cloison? C'est une cloison
qui est placée au sein de la calandre. Ce n'est pas la cloison de séparation de passe, hein. C'est une autre, c'est celle-là, en pointillé. Cette cloison, c'est elle qui me permet d'avoir l'écoulement divisé au sein de la calandre J. Elle permet d'avoir deux écoulements au sein de cette calandre. Mais c'est quoi? C'est une chicane entièrement pleine. Elle n'a pas de secteur libre offert à l'écoulement à l'intérieur de la calandre. Et je l'ai dit aussi, le déflecteur, il est là pour protéger. Donc c'est une plaque que je vais disposer au-dessus des tubes pour pouvoir les protéger. Donc regardons maintenant comment ça va s'effectuer l'écoulement, si vous êtes en phase avec moi. Donc je vais retirer le terme cloison et déflecteur pour pouvoir décharger un peu la diapo. Donc je les retire. Le liquide froid entre et ressort. Il entre froid, traverse toute la calandre et l'extérieur des tubes et ressort par les deux tubulures réchauffées par la vapeur. Voilà. Est-ce que c'est clair pour cette diapo? Donc je vous ai expliqué, par exemple, lorsqu'on veut condenser un fluide de service, tel que la vapeur d'eau, on va opter par exemple pour un échangeur AJT, et je vous ai expliqué comment on réalisait cette condensation à l'intérieur des tubes, comment circuler les fluides dans la calandre J, et les précautions à prendre avant de réaliser cet écoulement, c'est-à-dire disposer d'un déflecteur et aussi prévoir une cloison qui permet de diviser l'écoulement en deux. Je vais maintenant passer, je pense, à l'avant-dernière diapositive, si vous y êtes, si vous n'avez pas de questions. Vous me dites quand vous êtes prêt, quand... Allô, vous êtes là? C'est bon, monsieur, on peut revoir. C'est bon. Voilà, c'est très bien. Alors, je suis maintenant au niveau de la diapo, la dernière, la 220. C'est la dernière diapo, donc je vais essayer de généraliser ce que j'ai dit à propos des comment est-ce qu'on appelle ça, des évaporateurs, et reprendre le tout. Donc, résumons, qu'est-ce que nous avons vu aujourd'hui? Nous avons vu ce qu'on appelle les condenseurs. Les condenseurs. Qu'est-ce qu'un condenseur? Un condenseur, donc, comme on l'a dit, permet la condensation d'un fluide chaud par un fluide froid. Le fluide chaud va se transformer, sa vapeur va se transformer en liquide. Cette condensation, elle peut être soit partielle, soit totale. La condensation du fluide chaud, qui est rappelez-vous, hein, qui est une vapeur, hein, toujours. C'est une vapeur, c'est un état de vapeur, va se réaliser par un fluide froid. Dans mon cas, il est liquide. Je l'ai dit, on travaille avec les condenseurs à eau et non pas à liquide, à air. Bien. Alors, nous avons vu uniquement les échangeurs multitubulaires, c'est-à-dire à faisceau de tube. Ils répondent tous aux normes TEMA, à la norme TEMA. Je vous rappelle que la norme TEMA, elle se base, le code TEMA se base sur la norme ASTM américaine, mais il y a d'autres normes, comme je vous l'ai dit. Il y a une norme française, on l'appelle la SMTC, le Syndicat national des chaudronniers étoliers France. Cette deuxième norme, très peu utilisée, elle se base sur la norme AFNOR. Ce deuxième code, SMTC, se base sur la norme AFNOR. Reprenons, donc nous avons des condenseurs qui répondent en grande majorité au code TEMA. Généralement, ils sont à tête flottante, tel que celui que je vous ai présenté ici. Les tubes sont faits en laiton. Voici les caractéristiques.
BWG est une codification pour avoir le diamètre intérieur, pour avoir également l'épaisseur du tube. Avec un pas carré ou un pas triangulaire, je vous rappelle, nous avions la disposition en ligne ou bien la disposition en quinconce. Dans la disposition en ligne, nous avions le pas carré rectangulaire. Dans la disposition quinconce, nous avions le pas, dans la disposition en ligne, nous avions le pas carré ou rectangulaire. Dans la disposition en quinconce, nous avions le pas carré ou triangulaire. Donc, vous avez ici un échangeur qui peut dire de quel échangeur il s'agit. Quel est son nom? Quel est le nom de cet échangeur? Quand vous le voyez, certainement en examen, je vous demanderai de nommer l'échangeur. À votre avis, comment s'appelle cet échangeur? Selon le code TEMA, comment s'appelle-t-il? Alors, involontaire, comment s'appelle cet échangeur? Selon la norme TEMA. C'est pour la boîte avant, type B. B. C'était B, la boîte avant. La boîte J'entends avant pas, de type j'entends A. pas. A, très bien. A, c'est une boîte avant A. Le couvercle, il est démontable. La boîte est aussi démontable. Ou la calandre La de calandre. type J. Quelle calandre? Non. La J, la tubulure, elle se trouve au centre d'entrée et deux de sortie. Ici, c'est une calandre qui présente deux tubulures avec une supplémentaire. Donc, c'est une calandre type E. Elle permet une seule passe côté calandre. Et pour la boîte arrière, c'est là où je voulais en venir. Et c'est là où vous allez commettre l'erreur. Parce qu'il y a deux. Il y a deux boîtes qui se ressemblent beaucoup. Je vous ai appris comment ce qu'il fallait faire pour les distinguer. Alors, d'abord, comment est-ce qu'on l'appelle? La T, monsieur. C'est très bien. Machid, d'abord, c'est une tête flottante. Je voulais que vous me disiez, c'est une tête flottante. Très bien. C'est une tête flottante. Dans les têtes flottantes, il y a deux. Soit la S, soit la T. Pourquoi la T? C'est faux, hein? C'est pas la T. C'est la S. Pourquoi? Comment je l'ai reconnu, moi, rapidement, sans avoir aucun document? J'espère que vous me croyez. Comment je sais que c'est la boîte S et non pas la boîte T? Il y a un seul indice, un seul. Il n'y a pas deux. Un seul indice. Si vous le ratez, vous ne pourrez pas les reconnaître. Et c'est très important parce qu'en examen, c'est ça. Hein. Je vous demanderai de nommer tel échangeur, de le nommer. C'est-à-dire selon le code TEMA. Vous avez réussi la boîte avant, très bien. La calandre, très bien. Et la boîte arrière, quelqu'un a dit qu'il s'agissait d'une tête flottante T, mais ce n'est pas la T, c'est la S. Mais comment j'ai fait pour reconnaître rapidement la S? Regardez, je le dirai la dernière fois, hein, parce qu'on l'a vu et j'avais beaucoup insisté dans les séances, la troisième séance, je crois. Regardez, s'il vous plaît. Le convercle est boulonné, la partie de la calandre. Non. Dans les deux cas, c'est boulonné. C'est pas ça. Vous avez d'abord une contre-bride. La contre-bride. Ce qui est ici. Je ne sais pas si vous voyez. Ce qui est derrière le couvercle qui ferme les tubes. Et en plus, la calandre, à ce niveau-là, elle a un diamètre supérieur à celui où il y a les tubes. C'est le deuxième indice. Vous voyez ou pas? Non? Monsieur, pour le diamètre de calandre est plus grand que? Regardez le diamètre de calandre ici, là où il y a la tête. C'est plus grand que la calandre, là où il y a les tubes uniquement. Vous avez vu le diamètre de la calandre? Il a changé. C'est ça la principale différence entre les deux. Dans une tête, comme l'a dit votre camarade, type T, vous allez avoir le même diamètre de la calandre de bout en bout.
il n'y a pas de variation du diamètre. C'est le même diamètre. Dans la boîte S, le diamètre est beaucoup plus grand au niveau du capot. Il est plus grand. Quel est le deuxième inconvénient pour la S? Je vous l'avais déjà dit, je ne peux pas mettre beaucoup de tubes entre la calandre et le faisceau. Il y a un vide qu'il faut conserver. Ce vide est beaucoup plus grand ici. Bref, ça je l'ai dit dans les séances d'avant, vous pouvez consulter les diapos d'avant. Alors revenons. J'ai dit donc pour le cas de cet exemple, c'est un échangeur AES, boîte flottante S. Le liquide froid circule en deux passes à l'intérieur des tubes. Le liquide à condenser circule à l'intérieur de la calandre. Nous disposons à l'entrée de la tubulure, côté calandre, un déflecteur pour protéger les tubes de l'impact de l'écoulement incident. L'écoulement du fluide chaud, c'est-à-dire de la vapeur, dans l'échangeur, il va être acheminé par le biais de chicanes transversales qui vont prolonger le chemin dans l'échangeur et rendre un écoulement presque perpendiculaire au tube. Une partie de la vapeur qui s'est condensée va être évacuée par la tubulure inférieure supplémentaire disposée au niveau de la calandre E. La partie qui ne s'est pas condensée va s'échapper évidemment par la tubulure supérieure. Est-ce que vous comprenez pourquoi je dis évidemment par la tubulure supérieure? Pourquoi je dis évidemment? Pourquoi c'est une évidence? Pourquoi la vapeur ne va pas s'échapper par la tubulure inférieure? تطلع والليكيد هو اللي يهبط. علاش تطلع؟ Pourquoi la vapeur? Si vous avez répondu comme ça en examen, vous n'aurez pas eu la note complète. Pourquoi la vapeur monte? Les autres. Pourquoi la vapeur monte? Elle est moins dense, monsieur. La densité. Très bien, très bien. Elle est moins dense, elle est plus légère. Il faut dire qu'elle est plus chaude. Les fluides chauds montent. La vapeur est plus légère parce qu'elle est chaude. Donc elle va monter. Les liquides plus froids, sous forme liquide, tombent. Et donc ils vont être évacués par le bas. Il n'est pas, si vous aviez un choix à faire, attention, les condensants sont toujours évacués par le point le plus bas d'un échangeur, jamais par les points les plus hauts. De la même manière, en examen, je ne vous donnerai pas l'entrée et la sortie. Je vous montrerai uniquement la calandre et je vous dirai faites entrer votre fluide. À vous de savoir par où il faut le faire entrer. Si quelqu'un se trompe et le fait rentrer par la tubulure inférieure, il y aurait donc ensuite deux tubulures supérieures. Ce n'est pas possible. Donc tout ça, il faut le synthétiser dans vos têtes. Alors revenons à l'histoire de tout à l'heure. La fenêtre ou bien le secteur libre. Alors on vous dit dans le dernier paragraphe, et je vais finir par ça, les chicanes sont plus espacées dans le cas de condenseurs, tels que la distance entre deux chicanes successives, on l'a appelée B, rappelez-vous, elle est à peu près égale au diamètre de la calandre. Elle est à peu près égale au diamètre de la calandre. Si vous dépassez maintenant le diamètre de la calandre, que se passe-t-il? L'écoulement de la vapeur sera presque parallèle au tube. Parallèle au tube. Maintenant, si vous rapprochez trop, ce n'est pas le cas des condenseurs, mais si vous rapprochez trop les chicanes, vous allez avoir un écoulement à presque 90 degrés avec le faisceau de tube. Mais il faut respecter un espacement minimal. Ne les rapprochez jamais plus que 50 mm. Pourquoi? Parce que sinon, vous allez avoir un écoulement qui va avoir une perte de charge très importante. Et ce n'est pas ce qu'on recherche. Maintenant, revenons à l'écoulement de la vapeur dans l'échangeur. À cause des chicanes, nous avons dit, nous prolongeons le temps de séjour de la vapeur dans l'échangeur. Très bien. Mais je vous ai dit aussi que si la fenêtre était, le secteur était horizontal, regardez ici, toute la vapeur qui s'est condensée, elle sera bloquée. Elle ne pourra pas avancer. Il y a la paroi, la fenêtre, elle est là.
toute la vapeur d'eau qui s'est condensée, elle va stagner ici. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Jamais on travaillera avec un secteur, avec une fenêtre de passage horizontale. On travaillera toujours avec le cas vertical, de manière à laisser passer le liquide pour pouvoir arriver à le faire évacuer par la tubulure inférieure. Est-ce que vous avez compris? Parce que c'est fini. Ce cours sur les condenseurs est fini. Et donc, nous avons terminé toute la partie échangeur. Nous avons terminé entièrement tous les échangeurs. Alors, je rappelle ce qu'on a fait depuis l'année dernière et même repris cette année au premier semestre. Nous avons vu deux types d'échangeurs. L'échangeur coaxial ou bien double tube. Ce sont deux tubes placés l'un dans l'autre, dans lequel le fluide chaud circulait quand on pouvait à l'intérieur du tube et le fluide froid circulait dans l'espace annulaire. Quand on pouvait, c'est-à-dire lorsque le fluide à l'intérieur du tube, c'est le fluide il faudrait qu'il soit le plus chaud, le plus corrosif, le plus encrassant, avec une grande pression, etc. Je crois que c'est tout ce qu'il y a. Donc cet échangeur double tube m'a servi à avoir une base, surtout pour le dimensionnement. Ensuite, je suis passé aux échangeurs tube calandre. C'est par définition l'échangeur le plus répandu dans le domaine du raffinage, mais pas seulement, dans le domaine du génie chimique. Il y a cependant certaines industries agroalimentaires et pharmaceutiques qui travaillent avec un troisième échangeur. On l'appelle l'échangeur à plaques. L'échangeur à plaques. Vous avez toute la culture générale pour pouvoir comprendre ce troisième type d'échangeur. Bien, dans l'échangeur calandre, tube calandre, nous avons vu, grâce à la codification théma, pas mal de combinaisons. Et nous nous sommes intéressés à toutes les boîtes avant et arrière et également à toutes les calandres. Toutes les calandres, exception faite de la calandre type X. C'est la seule que je ne vous ai pas présentée dans un cas réel. Sinon, toutes les autres boîtes, toutes les autres calandres, je les ai présentées. J'ai présenté à l'occasion la boîte la plus simple, la boîte E, la boîte à double passe, la boîte F, la boîte G, la boîte H, la boîte J, la boîte K. Je ne vous ai pas présenté la boîte à dernière X. Maintenant, pour les boîtes avant, j'ai mis surtout celles qui sont les plus simples. Il y a certes certaines qui permettent certaines étanchéités que je n'ai pas présentées, mais j'ai présenté les plus importantes. La boîte A, à couvercle plat démontable, pas adaptée aux grandes pressions. La boîte B, pour laquelle le couvercle n'est pas démontable, mais qui offre la possibilité de travail à grande pression. J'ai présenté la boîte L, la boîte M, la boîte N, la boîte C. Les autres, je ne les ai pas présentées, mais vous pouvez les consulter. Pour les boîtes arrière, les boîtes arrière, je l'ai dit, on a vu la boîte L, la boîte M. La boîte L est l'équivalent de la boîte A. La boîte M est l'équivalent de la boîte B. Mais nous avons vu également celle relative aux têtes flottantes, la boîte la plus simple, la boîte T, et celle qu'on voit aujourd'hui là sur cette diapo, la boîte S. Mais nous avons également vu le tube en U. Le tube en U. Voilà globalement ce que nous avons fait. Puis, nous avons fait le dimensionnement. Et dans le dimensionnement, il y avait le côté tube qui était très simple, qui rappelait un peu le double tube. Et nous avons également vu ce qui était compliqué relativement. C'était côté calandre. Et dans le côté calandre, il y avait deux choses qui étaient compliquées. D'abord, la surface offerte à l'écoulement côté calandre, la fameuse AC. Je vous ai expliqué comment ce qu'il fallait faire pour la voir. Il fallait se situer au centre de la calandre. Et il fallait aussi apporter deux modifications au nombre adimensionnel. Pour le nombre de Reynolds, il fallait trouver le diamètre hydraulique, et pour le nombre de Nusselt, il fallait trouver le diamètre équivalent. Il se trouve que dans ce cas, le cas le plus simple que je vous ai présenté à l'occasion de la méthode de Kern, le diamètre équivalent et le diamètre hydraulique sont égaux. Et donc c'était relativement simple parce que je vous ai placé dans un cas simple. Puis, j'ai commencé une dernière partie.
c'était les échangeurs que je voulais utiliser pour pouvoir réaliser des changements de phase. Et dans les changements de phase, j'ai opté pour 2 changements de phase. Évaporer ma charge, on appelle ça les rebouilleurs, placés au pied des colonnes. Vous avez ça ces échangeurs qui sont très disponibles au niveau de l'industrie, et également les condenseurs. Les condenseurs. Et nous terminons donc aujourd'hui par les condenseurs. Nous avons vu donc les condenseurs qui sont disposés horizontalement et verticalement, et dans lesquels la condensation de la vapeur se faisait soit à l'intérieur des tubes, soit à l'extérieur des tubes. Je reviens et je redis. Il se pourrait que vous voyez un fluide, donc la vapeur, par exemple dans les réfrigérants, on utilise des fluides frigorifiques qui ont des températures très basses. Donc ne pensez pas que si vous trouvez un fluide et que je vous dis sa température elle est de -15, ça veut dire que c'est le fluide froid. Non, il va subir une condensation, donc il va se transformer à l'état liquide par de l'eau, mais j'appellerai toujours ça, bon, quand il y aura cette distinction, je parlerai de fluide frigorifique ou un fluide chaud. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été clair pour cette partie échangeur que j'avais commencé sur DataShow en classe, et la dernière partie où j'ai fait quelques séances, je crois 5 ou 6, sous forme de présentation sur DataShow, mais à distance. Si vous avez des difficultés, comme d'habitude, vous pouvez me contacter. Je vais donc, il me reste à vous présenter, à charger sur le net l'avant-dernière présentation, celle du cours d'avant, la 6e séance, 2e partie. Je voulais aussi insister sur un terme, j'en ai parlé très brièvement, mais je voudrais que vous le connaissiez, la chaleur latente et la chaleur sensible. La chaleur latente et la chaleur sensible. Quand vous entendez chaleur sensible, la chaleur sensible, c'est les MCP delta T. Par exemple, on vous dira quelle est la chaleur sensible pour porter de l'eau de 10 degrés à 50 degrés. C'est quoi? C'est la quantité de chaleur qu'il faut, 1 kg, pour porter ce fluide, de l'eau, de 10 à 50 degrés, avec une chaleur spécifique, Cp, à pression constante, qui est égale à 4,18 joules. Joules, quand je veux dire kilojoules par kilogramme degré. C'est ça, c'est les W ou les MCP delta T. Maintenant, les chaleurs latentes, c'est lorsqu'il y a la chaleur latente de condensation, la chaleur latente de vaporisation, la chaleur latente de fusion, la chaleur latente de sublimation. Donc, il y a les MCP delta T ou bien les WCP delta T. C'est ce qu'on appellera les chaleurs sensibles quand c'est une masse, ou alors les débits sensibles, les quantités de chaleur par unité de temps, c'est un. Ou alors, on vous dira les chaleurs latentes. Dans les chaleurs latentes, c'est un débit multiplié par une chaleur latente de vaporisation ou de condensation, par exemple. Voilà, c'en est fini, je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions, je suis encore disponible, je peux vous répondre. J'espère que vous allez comprendre, parce que cette histoire de cloison pour pouvoir réaliser la calendrier, c'est une question que j'aurais posée, par exemple, en examen. Le déflecteur, c'est une question que j'aurais posée en examen. La fenêtre de passage, comment est-ce qu'elle est pour pouvoir évacuer les condensats, j'aurais pu vous poser ça en examen. Tout ça, il faut l'avoir en tête. Voilà, il me reste normalement qu'une seule séance pour pouvoir terminer mon programme. Il me reste une séance que je vais peut-être subdiviser en 2, je ne sais pas. Ou alors je vais retirer, je vais vous mettre que l'essentiel. C'est la méthode NUT. Je vous rappelle que la partie, comment est-ce qu'on l'appelle, la partie que vous faites en TD avec votre assistante, celle qui concerne les, comment est-ce qu'on appelle ça? Je n'arrive pas à retrouver le terme. Pour les pouvoirs calorifiques, j'ai oublié le terme, j'arrive pas à me rappeler du terme. Cette partie, vous la voyez qu'en TD. Et personne ne peut m'aider, comment on appelle ça? Là, vous avez vu les pouvoirs calorifiques, là, comment ça s'appelle ça, là? La combustion.
la combustion, vous la verrez strictement qu'en TD, et vous aurez des applications dessus en TD. Donc pour le cours, il me reste uniquement la partie NUT. Et bien sûr, si quelqu'un veut que je lui répète quelque chose, je suis à sa disposition. Mais sinon, donc globalement, il me resterait une seule séance que je vais soit diviser en deux, ou alors si je vois qu'elle est courte, je la présente en une seule fois. Si je peux la faire comme aujourd'hui en une seule séance, je la ferai en une seule séance. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair dans vos têtes, si vous avez des questions. Le devoir de maison a été remis uniquement par 2 étudiants, uniquement. Une étudiante et un étudiant, c'est tout. Personne ne m'a remis le devoir de maison. Sachez que je pose toujours en examen cette question, tu as les profils tracés à main levée, le profil de température. Donc vous devez savoir comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on représente un profil de température dans une calandre type J, type G. Vous devez savoir. Voilà, s'il n'y a pas de questions, donc je vais pouvoir vous libérer. Retenez ça aussi, comme je vous l'ai dit, il faudrait un espacement dans les condenseurs à peu près égal au diamètre de la calandre, à peu près. Si c'est plus grand, l'écoulement est presque pareil au tube. Sinon, c'est ce qu'on aime, l'écoulement il est presque perpendiculaire au tube et donc vous réalisez un écoulement qui se rapproche de l'écoulement à contre-courant. C'est pour ça qu'on désire avoir cet écoulement presque perpendiculaire au tube, c'est pour se rapprocher de l'écoulement à contre-courant. Voilà, je vous ai présenté en gros tout ce qu'il y avait à propos des échangeurs, tout ce que j'aurais pu vous présenter. Échangeur tube-calandre, nous avons vu qu'il pouvait servir comme réchauffeur ou refroidisseur sans changement de phase, ou alors avec changement de phase, comme rebouilleur, ou alors condenseur. Il me reste, comme je vous l'ai dit, la dernière partie, c'est la méthode NUT, c'est une deuxième méthode. La méthode delta TML, vous la connaissez très bien. C'est lorsque vous avez 3 températures au moins. La méthode NUT, on peut l'envisager quand on a uniquement 2 températures. On a les températures d'entrée, on ne connaît pas les températures de sortie. Donc on va voir comment est-ce qu'on va la mettre en œuvre. Peut-être que pour pouvoir présenter ça en une seule séance, je vais essayer de résumer ça à fond. Voilà. Si vous n'avez pas de questions, Monsieur, pour le deuxième devoir maison. pour Devoir j'ai pas maison. entendu. Le devoir de maison qui fâche. Le deuxième, monsieur. Le deuxième, laissez-moi le temps, je vais peut-être vous le présenter. Soit je vous envoie, vous mettez ça à vos camarades, soit il sera dans le cours que je vais vous mettre sur le net, sur YouTube. Je vous dirai à la fin, voilà ce que je veux. Voilà ce que je veux. D'accord? D'accord, monsieur. Voilà. Si vous n'avez pas de questions, vous pouvez disposer. Si vous avez, je suis là pour répondre à vos questions. Je vais arrêter d'abord le partage. Vous étiez combien? Je vois là, il y a 17 étudiants. C'était 19 normalement. 19, là, je mettrai 19. Il y a juste une chose que je n'ai pas corrigée, que je dois corriger. J'avais dit au délégué, il y a quelque temps, ça fait très longtemps maintenant, que j'allais mettre, quand il était venu me dire que les étudiants ne s'étaient pas présentés pour faire le cours. J'avais mis une phrase, ensuite j'avais dit le délégué s'est présenté, ensuite il m'a dit non. J'ai mis ensuite, un étudiant s'est présenté pour me dire que les étudiants n'allaient pas venir, sans préciser son statut. Un étudiant. Voilà. Je n'avais pas corrigé ça auprès de la personne, donc je corrige devant tout le monde. Dans le compte rendu que nous adressons tous à l'administration, j'ai mis un étudiant, sans préciser de qui il s'agit, s'est présenté pour me signifier que les étudiants n'allaient pas assister à la séance de cours, puisque c'était presque l'Aïd. Voilà. Donc, si vous n'avez pas de questions, vous pouvez disposer. Donc, je mettrai 19 présents. C'est l'avant-dernière séance, à mon avis. Et il nous restera la dernière séance, c'est la semaine prochaine, Inch'Allah, où on verra la méthode NUT. J'essaierai de la simplifier le plus possible pour pouvoir la faire entrer dans une séance. Et voilà.
Si vous avez des questions, et bien sûr, je n'y compte pas trop parce que je n'ai reçu jusqu'à présent aucune question de votre part. Je suis disponible. Si vous voulez que je vous reprenne une partie, vous me dites, je vous la réexplique. Je mettrai ce cours et le cours précédent sur ma chaîne YouTube dans la playlist échangeur thermique. Voilà. J'ai vu qu'elle n'était pas très consultée, surtout pour l'avant-dernier cours. J'ai vu qu'il y avait presque personne qui l'a. Non, j'ai presque personne. Mais je vais vous dire exactement combien est-ce qu'il y a d'étudiants qui l'ont vu. Je crois qu'il y avait 9 étudiants qui l'ont consulté. Voilà, je ne vais pas vous prendre beaucoup plus de temps, c'est à vous de voir. Si vous n'avez pas de questions, on peut y disposer. Merci de votre attention. Merci d'avoir été présent. La semaine prochaine, je vous fais mes adieux et mes au revoir. D'accord, Merci, monsieur. Merci à vous, barakallahu fikum, et à bientôt. Inch'Allah, merci. Au revoir.